et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle invitée, une pro de la rénovation de la matière, que ce soit le bois, le plâtre, le béton ciré, elle aime travailler de ses mains. Elle sait toucher à tout. Il s'agit bien sûr d'Alexandra, du compte Belette Petite, qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. Alexandra est brocanteuse. Elle chine et restaure des meubles qu'elle a sélectionnés avec soin pour les parer de leurs plus belles patines. Meubles de famille ou meubles de métier, ils retrouvent sous les doigts d'Alexandra leur aspect brut et naturel pour s'intégrer à merveille dans son univers doux et chaleureux. Mais ce n'est pas tout. Passionnée par la déco, Alexandra aime rénover les lieux qui ont une histoire quand elle en a l'occasion. Ce fut bien sûr le cas de sa maison dans les Yvelines, mais plus récemment, cet été, elle a rénové sa maison de vacances au Portugal. Elle nous raconte ses travaux menés en un temps limité pour redonner un coup de frais à cette maison de famille qu'elle connaît depuis l'enfance. Valoriser l'existant est le maître mot d'Alexandra qui aime restaurer plutôt que remplacer. Comment redonner de l'éclat à un intérieur vieillot en sublimant ce qui est déjà là, en exploitant la matière pour changer l'apparence des choses et leur redonner un peu de modernité tout en conservant leur authenticité, c'est bien ce qu'aime réaliser Alexandra, qui partage volontiers son savoir-faire dans des tutos, une masterclass pour rénover les meubles, mais également des coachings déco. Avec Alexandra, on a parlé de cette passion qu'elle a pour les matériaux anciens et pour la matière, de son approche de la rénovation et des travaux, mais aussi de ses expériences avec les enduits au plâtre ou le béton ciré dans une salle de bain notamment. Ceci étant dit, je te laisse sans plus tarder avec l'épisode du jour, une conversation riche en conseils et en partage de bonnes astuces comme tu les aimes. Bonne écoute! Bonjour Alexandra et bienvenue sur les clés de la réno podcast. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler rénovation et travaux, mais aussi déco, pourquoi pas, comme toujours. On va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie pour démarrer? Bonjour Alison, merci de me donner la parole aujourd'hui. Je me qualifie de Instabroc déco en fait. Je suis un peu une slasheuse comme on dit, avec pas mal de casquettes. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Belette Petite et je rénove des meubles de brocante que je vends sur mon site petitebelette.com. Et je propose aussi des formations en ligne. J'ai créé une masterclass pour apprendre à rénover des meubles de brocante. Donc c'est pour ceux qui ont envie de s'y mettre. Et je fais aussi du coaching déco. Pour ceux qui ont besoin de se projeter dans leurs idées pour voilà. Donc c'est pas de l'accompagnement de projet, mais c'est vraiment aider les clients à formuler leurs idées et à se projeter dans leur projet de déco. J'ai aussi entièrement rénové notre maison avec mon mari et je m'intéresse beaucoup au fer et à la matière. Et je suis actuellement en train d'écrire un livre sur la rénovation au sens large en utilisant l'existant, de l'ancien, de la brocante.
Voilà. Ça va être super intéressant, ça. Ouais. Et puis, sinon, dans la vie, je suis maman de 3 enfants, je vis en région parisienne et donc je fais ce métier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Tu es multitâche, mais toujours en lien quand même un peu avec un bout de rénovation ou de matériaux. Et il y a quand même un truc que tu as oublié de dire, à mon sens, non? Ouais. C'est que tu es l'hôte du podcast All is the New Ah World. oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, ce podcast que j'ai lancé l'année dernière, parce que toutes ces activités, en fait, tout est relié, en fait. Hein, c'est comme un collier, tout est relié. Et donc ce podcast où je tends mon micro à des personnes qui s'intéressent vraiment à la rénovation en utilisant l'existant, de l'ancien, parce que c'est vraiment ça qui m'anime, hein, forcément. Et en plus avec et l'époque dans laquelle on vit, ça a vraiment de plus en plus de sens d'essayer d'utiliser ce qui existe et de pas toujours tout refaire à neuf pour toutes sortes de raisons. Donc et puis donc ce podcast, je le fais parce que ça m'intéresse énormément d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et puis ça nourrit aussi ce que je suis en train de réunir dans un ouvrage qui sortira, j'espère, l'année prochaine. Super. Et effectivement, avec toi, Alexandra, on va pas forcément parler sous toutes les coutures de la maison dans laquelle tu vis et comment tu l'as rénovée, parce que c'est effectivement quelque chose qui a fait l'objet déjà d'une interview avec Anne du podcast Le Chantier. Donc, je mettrai le lien en note de cet épisode pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de ta rénovation. Mais l'idée, c'était plutôt qu'on parle de ton rapport à la rénovation au sens large. Et puisque c'est quelque chose qui, effectivement, on le voit rien que dans ta présentation en quelques mots, c'est quelque chose qui coule dans tes veines, hein, on peut le dire. Et parce que j'aime bien toujours savoir un peu d'où vient ce type cette passion pour la rénovation. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui était la petite Alexandra et comment est arrivé tout ça? Je pense, comme beaucoup d'entre nous qui nous sommes lancés dans ça et qui sommes sensibles à la rénovation, souvent ça vient aussi un peu de l'enfance, des parents, ce qu'ils ont fait. Et donc moi, j'ai des parents on a beaucoup voyagé à l'étranger. Je suis issue d'une famille complètement multiculturelle et mes parents jeunes ont acheté une maison dans le sud du Portugal, qui est une région qu'on adore, parce qu'on a habité à Lisbonne quand j'étais petite. Et ils l'ont rénové, donc ils ont acheté une ruine, hein, et on a passé des années pendant les week-ends, les vacances avec mes parents. Enfin, c'était nos parents qui travaillaient, mais voilà, on a toujours vécu ça. On faisait les brocantes en permanence avec eux, et donc voilà, ça a toujours ça a été toujours un mode de fonctionnement pour moi d'utiliser en fait ce qu'il y avait. Mes parents n'avaient pas énormément de moyens, mais ils ont toujours eu cette fibre créative, donc à toujours créer des lieux de vie qui étaient confortables, chaleureux, accueillants, et en utilisant les matériaux existants. Hein. C'était le sud du Portugal il y a 40 ans, donc il n'y avait pas du tout beaucoup de choses. Donc ils utilisaient la chaux, les pierres, le bois qui était là. Et donc voilà, ça a toujours, c'est de là que c'est venu. Et puis après, moi, même étudiante, où j'avais très peu de moyens, je me suis toujours débrouillée à chiner des trucs et toujours créer des ambiances dans lesquelles je me sentais bien. Pour moi, c'est toujours essentiel de créer un cocon et de me sentir bien. Alors on a souvent pas besoin de grand chose en fait. Et donc cette maison qui a été rénovée par mes parents il y a 45 ans, elle a été un peu délaissée ces dernières années pour toutes sortes de raisons. Et j'ai eu vraiment envie de
d'y remettre de l'énergie et de lui redonner son âme et réouvrir, enfin ouais, lui donner une seconde vie, mais refaire battre son cœur, on va dire. Un petit coup de frais. Voilà, un petit coup de frais. Et donc j'ai fait ça cet été. On en parlera plus en détail après, j'imagine, si tu veux. Ouais, c'était aussi l'idée. Ouais. Ben, on peut enchaîner avec ça si tu veux. Justement, effectivement, on a pu voir sur les réseaux que tu t'es lancé, enfin que vous vous êtes lancé le défi de rénover, de redonner un petit coup de frais à cette maison de vacances dans un temps limité, hein, j'imagine. Oui, voilà, c'était pendant les vacances. Alors, moi, je suis partie tout le mois de juillet parce que justement, je me disais bon, si on fait ça pendant les vacances, déjà, c'est pas très, c'est pas très reposant. Très reposant. On a quand même besoin de prendre des vacances. Donc ouais, j'ai passé un mois sur 3 semaines. Hein, donc c'était très très limité parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais j'ai plus ou moins réussi à atteindre tous mes objectifs. J'ai eu un petit peu d'aide quand même. Et surtout, c'était extrêmement satisfaisant de sentir que voilà, tout le monde était hyper heureux de retrouver la maison telle qu'elle l'a été il y a quelques années, c'est-à-dire une maison très très simple, hein, mais une maison chaleureuse, accueillante, et c'était sympa d'accueillir du monde et tout ça, donc ouais, c'était chouette. Et du coup, tu peux nous dire un peu plus en détail, c'est quoi les travaux que vous avez réalisés? Les travaux, c'est une toute petite maison. Il manquait cruellement d'espace de couchage. Donc j'ai créé une chambre dans une pièce à vivre qui était assez grande, mais c'était un sujet depuis des années où tout le monde me disait mais c'est dommage, c'est une très belle pièce et de la réduire, ce serait dommage, etc. Donc bon, finalement je l'ai fait. C'est toujours effectivement une grande réflexion avec la réduction des volumes. Ouais. Exactement. Et c'est marrant, ça a été, et tout le monde l'a dit, c'est que finalement, souvent quand on réduit un volume et évidemment, il faut que ça soit bien pensé pour que l'espace soit toujours chaleureux, enfin qui est des éléments qui font que même l'espace plus petit va être bien pensé. Finalement, c'est très curieux, mais cette pièce maintenant paraît plus grande alors qu'elle a été réduite. Alors j'ai enlevé des éléments hein, dans la pièce évidemment pour simplifier les choses. Mais non seulement on a l'impression que ce mur a toujours été là, que la pièce que j'ai créée finalement elle paraît parce que du coup j'ai utilisé des matériaux j'ai fait je vais expliquer après mais j'ai quand même fait une cloison en BA13 par rapport à des histoires de poids mais j'ai utilisé un enduit assez brut donc qui se marie très bien avec tous les murs qui sont en chaux, donc on a l'impression que ce mur a toujours été là. Et donc voilà, c'est à la fois très fonctionnel parce que j'ai créé aussi du rangement, ce dont on avait besoin. On a l'impression que cette pièce a toujours été là. La chambre est extrêmement agréable parce qu'il y a 2 fenêtres, c'est très sympa comme espace. Et la pièce de vie à retrouver encore plus d'un côté chaleureux et tout ça. Donc c'est tout bénef. Il a fallu que j'ai lutté plusieurs années, à chaque fois que j'en parlais, on me disait oh non, c'est trop dommage et puis finalement c'était la bonne solution. Je sais pas si c'était ça aussi, mais il y a un travers dans lequel on peut vite s'engouffrer et on se rend pas compte avec les pièces très ouvertes et plutôt vastes, c'est que finalement il y a énormément d'espace perdu. Exactement. Il y a du vide partout. Il y a du vide. Et en fait, le fait de réduire finalement permet de vraiment habiter l'espace et donner sa fonctionnalité à chaque. Et le vide, en fait, c'est froid. Tu sais, et dès que tu réduis ce vide, tout de suite tu combles comme tu dis, hein, tu combles avec des du coup les meubles sont peut-être plus rassemblés
Et tout de suite, tu as cette impression beaucoup plus cocon, d'être vraiment plus agréable, entouré par ton intérieur. Ouais, même avec des hauteurs de plafond. Oui. Et c'est ce qui permet effectivement, c'est ce que t'as, il me semble, justement, c'est ce qui fait qu'une pièce même réduite peut ne pas donner l'impression d'être petite. C'est quand t'as une belle hauteur sous plafond avec peut-être une soupente, une charpente apparente, quelque chose. Et il me semble que c'est ce que. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, et donc voilà, donc c'était la bonne solution. Alors c'était très simple, hein. J'ai utilisé la charpente pour revenir adosser, enfin fixer en dessous un mur une cloison en BA13. Alors j'ai utilisé du BA13. Alors c'est vraiment le BA13, c'est pas du tout le matériau que j'aime. Alors au Portugal, ils sont un peu en retard par rapport à tous les matériaux qu'on peut trouver en France, le béton cellulaire, etc. Déjà, tout ça, c'est plus compliqué à trouver. Et puis c'était surtout par rapport à une question de poids, parce que c'est une très vieille maison. Voilà, je voulais pas rajouter un poids avec des briques ou quoi. Donc j'ai utilisé le BA13, c'était un peu une première pour moi. Et puis finalement, c'était assez ludique parce que tu découpes. Oui. C'est un peu du Lego. Hein, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était sympa. Et puis j'ai fait mon enduit au plâtre, qui est un enduit avec un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on le lisse à l'éponge pour créer de la matière. En fait, c'est pas extrêmement lisse comme c'était du BA13. Je voulais quand même tous les autres murs sont en chaux. C'est une maison qui a je sais pas combien, 300 ans, un peu comme ça. Donc il fallait pas que ça soit trop lisse, et donc c'était parfait. Et alors je voulais faire des portes en bois, mais j'ai pas eu le temps, donc ça sera peut-être l'objet d'une prochaine année. Là pour le moment, j'ai juste fermé les placards avec des rideaux, etc. C'était très bien. Donc ça, c'était mon chantier. Et du coup, tu as enduit la cloison en placo avec ton enduit au plâtre. Mais ça, tu le fais directement sur le placo ou faut préparer ton... Non, alors la seule préparation, c'est qu'il faut mettre de l'eau. Il faut bien mouiller la surface pour que en fait, c'est un enduit donc au plâtre. Mais je sais plus ce qu'il y a dedans qui fait que le plâtre ne durcit pas immédiatement. En fait, parce que le plâtre, clairement, ça durcit plus vite. Ça va très. Mais t'as des enduits au plâtre, donc qui permettent une temporisation. Voilà, un séchage plus lent. Et donc à ce moment-là, tu as le temps de revenir le lisser avec une éponge. Et donc voilà, ça crée cette texture qui est très jolie. Et tu l'appliques sur tout. En fait, c'est assez épais. Tu peux même l'appliquer sur du crépi. Ah oui, donc quand on arrive et qu'on a acheté une maison avec ce crépi un peu picot là, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. On peut, si on veut, l'utiliser directement. Ouais, alors il vaut mieux quand même poncer un peu le crépi, hein, tu vois, pour quand même, parce que souvent t'as un creux assez important. Mais oui, et moi cet enduit, moi je l'ai appliqué dans donc la maison dans laquelle on habite à l'année. C'était une maison qui avait 400 ans quand on l'a achetée. Elle était un peu en piteux état, mais elle avait cet aspect très brut, très qui moi me faisait penser à une maison de vacances, et je voulais absolument conserver ça, et je voulais pas du tout avoir des murs hyper lissés, et donc j'ai enduit toute la maison. J'ai mis je sais pas 6 mois à tout faire avec ces enduits au plâtre, et donc ça a créé une texture très jolie, et je suis vraiment très très contente d'avoir fait ça. Et on avait notamment à l'étage de mes enfants, il y avait quelques cloisons en BA13, et je l'avais fait aussi. D'accord. Et tu as besoin de le protéger après, parce que le plâtre, c'est pareil, c'est quand même très... Ouais, alors oui, on le peint en fait, parce que si tu peux le laisser en l'état, donc c'est un peu poreux. C'est pas laid, hein, mais c'est juste que à l'usage, si tu le peins pas, bah après c'est plus ça va se tacher, ça va se donc moi en général je passe
peinture blanche par-dessus ou de la couleur. Hein. On peut préciser quand même que tu as un tuto sur ton site internet dédié à cette technique. Ouais. Si certains sont intéressés, veulent savoir un peu comment on fait ça. Ouais, alors les tutos qui sont sur mon site, il y en a plusieurs. Je les vends parce que c'est aussi ça qui subventionne en fait mon podcast. Donc voilà, ils sont au prix de 5 € sur le site. Oui, ce qui est quand même une somme très modique. Oui, parce que c'est tout un travail. Et c'est quand même un certain savoir-faire, comme on peut le voir. Voilà, il faut quand même savoir connaître la méthode. C'est quand même toujours aussi un raccourci que tu permets aux gens qui sont intéressés d'avoir, plutôt que d'aller chercher des heures et faire 36 essais sur ces murs, c'est sûr. Ouais. Et alors du coup, cette cloison, créer cette chambre, et puis quels autres travaux? Oui, et alors donc en parallèle, si tu veux, parce que j'avais 3 semaines, il y a quelqu'un sur place qui est venu m'aider, un maçon, donc on était 2, donc voilà, j'ai un peu pendant que parfois il y avait des temps de pause dans la salle de bain en bas, donc j'ai un peu fait les deux en parallèle. Et donc le gros chantier de cet été, le plus important, c'était la salle de bain, qui était une petite salle de bain qui avait 40 ans, donc vraiment qui avait vraiment un gros besoin de changement. Et évidemment, quand on a commencé à casser le carrelage, on s'est rendu compte, ce que je n'avais pas anticipé, que toutes les canalisations devaient être changées entièrement parce que tout avait été trop vieux, trop abîmé. Donc ça a été un peu la panique, parce que je me suis dit oh là là, il faut trouver un plombier. À la dernière minute. À la dernière minute, et bon, finalement, comme ça fait 40 ans que je suis là-bas, les gens étaient hyper sympas en disant te connaissent depuis que t'es petite. Voilà, exactement. Et c'était marrant parce que le maçon, c'était vraiment un gamin du village que je connaissais quand j'étais toute petite. Ah ouais, c'est chouette ça. C'était rigolo, ouais. Et donc voilà, du coup ils ont fait dans un temps record, ils ont refait toute la canalisation, et ensuite on a fait du coup. Comment? Au cuivre? Alors non, là il a utilisé, je sais même pas ce qu'il a utilisé. Je sais pas, j'étais en train de m'occuper. Ils ont fait leur truc, je leur ai fait confiance, j'ai pas trop vérifié. Et donc dans cette salle de bain, ce que je voulais, c'est parce que tout est extrêmement simple, brut, et je voulais vraiment une salle de bain qui soit à la fois très pratique à utiliser, parce que quand on est beaucoup dans la maison, il y a qu'une seule salle de bain. Je voulais que ça soit fonctionnel, esthétique et puis que ça tienne dans ce petit espace. Donc je voulais pas du tout alourdir visuellement. Donc à l'époque, il y avait une douche absolument abominable avec un rideau de douche qui venait se coller à nous quand on prenait une douche. Donc évidemment, on a viré tout ça. J'ai créé un muret, une séparation entre la douche et le reste. Et j'ai tout enduit en béton ciré. Parce que alors moi j'adore le béton ciré parce que visuellement je trouve ça très très joli, très très doux et épuré. Et puis aussi je trouve ça extrêmement pratique au niveau de l'entretien. Il y a plus de joints, ça se nettoie hyper bien, facilement. J'ai fait une salle de bain ici aussi en béton ciré il y a je sais plus, l'hiver dernier, et franchement c'est super. Les gens disent mais oui, mais c'est fragile. Beaucoup d'artisans qui ne veulent pas utiliser, appliquer du béton ciré parce qu'ils connaissent pas en fait, parce que il y a cette espèce de légende urbaine qui dit que c'est très fragile, etc. Alors ça peut l'être si c'est mal appliqué. Il faut utiliser des très bonnes marques, mais il y en a plusieurs sur le marché, donc ça existe. Et ça a un coût.
c'est un produit qui est assez cher et qui demande beaucoup. C'est un gros travail d'application parce qu'il y a énormément d'étapes avant Oui, c'est de la rigueur. l'application. Donc, il y a beaucoup de rigueur. Et donc, voilà, c'est pour ça que les artisans ont tendance un peu à rechigner, à refuser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait parce que pendant l'année, j'ai essayé de trouver à distance un artisan qui puisse faire le béton ciré au Portugal. Et en fait, tout le monde me disait, ah non, 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 c'est trop compliqué. Ah, mais non, on fait pas. Bon, alors du coup, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et puis, bah, voilà. Donc, c'était aussi ça, c'est que c'est encore un matériau qui fait peur. Donc là encore, j'ai fait un tuto sur mon site où le but c'est de vraiment montrer à ceux qui ont envie de le faire, mais aussi pour ceux qui ont envie de le faire par un artisan, de comprendre en fait toutes les étapes pour comprendre pourquoi ça se coud, pourquoi parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais franchement, je trouve que ça vaut la peine et puis c'est un matériau, je pense, assez intemporel et quoi qu'il arrive, avec, les modes dans la déco évoluent tellement que d'avoir une base comme ça très très neutre. Après, on peut habiller les murs avec de la couleur, on peut rajouter du carrelage sur d'autres endroits, etc. Mais je trouve que c'est un matériau qui fonctionne très très bien pour les salles de bain. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu c'est quoi les différentes étapes pour poser du béton ciré? Alors pour poser du béton ciré, en fait, ça dépend si la salle de bain est existante ou si on l'a fait de toutes pièces. Donc souvent quand dans une salle de bain, il y a souvent du carrelage et on peut appliquer du béton ciré sur du carrelage directement. Donc ça c'est super parce que ça évite quand même tout un travail pour casser. Alors en l'occurrence, moi cet été, j'ai dû tout casser parce que on avait tous ces problèmes de tuyauterie derrière. Mais on est obligé de scarifier le carrelage pour que le béton puisse s'appliquer dessus. Donc la scarification, c'est faire des griffes, quoi, oui. C'est un instrument horrible. Ouais, il y a même un instrument spécial, d'accord. C'est un truc qu'on rajoute à la meuleuse. Alors moi, la meuleuse, c'est vraiment un outil que j'aime pas du tout parce que c'est très violent et ça fait assez peur. Et c'est un support qu'on rajoute et qui vient griffer en fait alors ça fait un bruit pas possible. Oui, ça doit être sympa, ça. C'est horrible. Donc il faut se mettre un masque parce que ça fait une poussière pas possible, un casque anti-bruit, voilà. Et donc, il faut entièrement, donc, si on a du carrelage au sol, il faut le faire au sol. Si c'est dans la douche, il faut le faire sur tous les murs. Donc ça, déjà, c'est un gros boulot. Ensuite, il faut absolument, dans la douche, il faut appliquer un époxy. Et l'époxy, donc, c'est une matière qui est absolument pas du tout naturelle. C'est horrible comme matériau. Résine pétrochimique, comme on dit, exactement. Comme il faut, voilà. Là encore, ça c'est vraiment pas une étape sympa, mais qui est assez indispensable pour la durabilité et la solidité en fait du béton. Et quand on dit, parce que parfois on dit faut appliquer une primaire. Alors, on parle pas forcément d'époxy. Est-ce que c'est parce que l'époxy c'est dans la primaire, tu vois, ou est-ce que... Non, c'est vraiment deux choses différentes. Alors là, je suis en train de parler vraiment de l'existant. Ah oui, non, d'accord. Et de l'existant, parce que quand on a une douche avec du carrelage, en dessous, il y a déjà un imperméabilisant et normalement la douche elle est étanche. Donc on n'a pas besoin de rajouter. Après je vais expliquer quand on crée une douche entièrement. Donc tu as l'époxy pour le durcissement et la solidité en fait de ton béton et qu'il craquelle pas assez rapidement. Donc ça c'est une étape assez indispensable. C'est aussi pour solidifier le support, quoi, finalement. Ouais. Si tu appliques directement du béton ciré, tu vas pas avoir la même résistance dans les années à venir. Et alors ça, c'est peut-être aussi
un truc que les artisans ne font pas parce que c'est vraiment un truc horrible. Moi, je déteste cette étape-là parce que ça colle aux outils, parce que, enfin, il faut avoir, c'est un vrai savoir-faire. Puis en plus, c'est pas agréable, c'est pas très bon. Bon, bref. Donc, c'est une étape. Donc ça, on met une bonne journée à le faire. Ensuite, il faut poncer. Ensuite, on fait la première passe de béton ciré. Mais quand on fait du béton ciré pour faire des jolis angles, on peut jamais faire un mur l'un après l'autre. Les deux murs qui forment voilà en même temps. En même temps. Donc ça veut dire qu'on fait un mur là, on fait le mur en face, on fait pas l'angle. Donc en fait, juste les 2 passes de béton ciré, on va mettre 4 jours puisque il faut laisser beaucoup de temps de pause, si tu veux. Donc en fait, un chantier de salle de bain, on met à on va dire 8 jours, tu vois. Donc c'est quand même assez long. Alors tu travailles pas toute la journée, mais il y a énormément de temps de séchage. À chaque fois, il faut poncer entre toutes les couches, il faut bien poncer tous les angles et à la fin, on applique 4 couches de vernis. 4 couches de vernis. Alors, c'est un vernis qui sèche en 2 heures, donc on peut le faire en une journée, ça se fait relativement vite. Voilà, donc ça, c'est les étapes. Alors, quand on fait une douche qui n'existe pas, on la crée. Là, c'est important, effectivement, de créer de l'étanchéité. Donc, c'est des produits, on achète, ça s'appelle des kits d'étanchéité. Donc, c'est un enduit particulier qu'on met dans les angles de la douche, avec une bande spéciale d'étanchéité qu'on met, et ensuite on passe un produit qui, selon les marques, est soit bleu, soit orange et qui vient étanchéifier entièrement la douche. Alors, dans certains cas, il y en a qui disent bon, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de mettre de l'époxy. Moi, je trouve que pour vraiment être sûr c'est du bon. Oui, parce que si je t'écoute, effectivement, j'entends là qu'il y a finalement deux fonctions différentes. La primaire qui est vraiment pour réétanchéifier, et pour durcir. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on voit l'époxy, c'est vraiment une résine qui devient, comme un matériau dur une fois que c'est sec. Ah ouais, donc finalement, c'est pas du tout la même chose. Ah non, pas du tout. L'objectif est pas le même. Ouais. C'est 2 choses différentes, et donc c'est 2 étapes différentes. C'est 2 produits différents qui coûtent de l'argent. Enfin, tout ça mis bout à bout, en fait, ça devient voilà. Mais c'est comme tout, quand on fait quelque chose bien et qui va durer dans le temps. Puis c'est ça aussi que je prône. Hein, alors on est très tenté par il y a tout le temps des nouvelles tendances, des nouvelles choses auxquelles moi je suis très sensible aussi. Mais je me dis, il y a certaines choses dans la rénovation où c'est intéressant de vraiment mettre le prix et le temps de faire les choses bien et de créer des choses qui vont être intemporelles, et que après on va pouvoir changer la couleur du mur, broder autour, rajouter une crédence de carreaux, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et en plus de beaucoup de peinture dans la maison, un rafraîchissement, du rangement, voilà. Super. Donc effectivement, des beaux travaux. Et donc du coup, vous avez retrouvé une maison toute repimpée, c'est ça, tu me dis? Oui. Ça lui a donné vraiment un second souffle. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que son cœur s'est remis à battre. Elle avait, elle avait pas été repeinte non plus à l'extérieur. Ça a été fait avant mon arrivée. C'est comme tout, hein. Une maison, elle a besoin d'entretien. Puis comme c'était une maison de vacances et que quand les uns et les autres y allaient, il y avait pas du tout envie de passer du temps à peindre, etc. Voilà, elle avait un peu perdu de son charme. Et puis mon mari et moi, on avait eu un projet. Pendant plusieurs années, on a eu un autre projet où on avait
toujours dans cette région qu'on adore au Portugal, mais on avait acheté un terrain sur lequel on faisait peu du glamping avec nos enfants, des copains. C'est un lieu assez magique aussi et dans lequel on s'était pas mal investi parce qu'on avait créé, on a construit une petite cabane, une cuisine d'extérieur, on avait des tentes un peu berbères et tout, donc c'était un lieu super avec une rivière et tout. Et puis bon, malheureusement avec le réchauffement climatique là depuis quelques étés. Depuis plusieurs étés, il y a plus d'eau, donc c'est assez problématique. Et donc c'était un peu triste. Et donc voilà, on a décidé de voir un peu comment les choses vont évoluer, de réinvestir un peu la maison. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était le projet de cette année. Super. Et du coup, c'est quoi effectivement c'est quoi ton parcours de rénovatrice? On entend là que vous avez donc rénové cette maison au Portugal cet été. Avant, il y a eu votre maison pendant plusieurs années. Est-ce que vous aviez déjà rénové avant? Non, pas dans cette dimension, parce qu'en fait, quand on est arrivé ici, nos enfants étaient jeunes. On habitait à Londres avant et on était jeunes, d'abord étudiants, ensuite on a été jeunes travailleurs, donc on était en location. Et puis à Londres, tout était tellement cher que voilà, on n'a jamais eu notre propre avant d'arriver ici, et c'était quelque chose dont on avait, qui nous faisait très très envie. Et c'est pour ça qu'on a cherché cette maison qui était quasi pas en ruine, mais qui avait vraiment. Et d'ailleurs, on a passé presque 15 ans finalement. On a fait des travaux par d'étapes différentes. Donc, mais si tu veux, ça a toujours été quelque chose d'évident pour moi, parce que j'ai toujours bricolé avec mes mains. J'ai toujours eu l'assurance que de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on a une envie, même si on sait pas faire, on se renseigne, on trouve, on essaye, on refait s'il faut. Pardon. Mais c'est complètement faisable. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses. Donc la rénovation, on a commencé il y a je sais plus combien d'années on est là. Ça fait 17 ans qu'on est ici, ouais. Et justement, comment c'est que tu t'intéresses, et c'est vraiment ce qui te fait vibrer, c'est la réutilisation des matériaux existants pour rénover. Ouais. Et c'est ce qui te conduit à aller interroger tes invités sur le sujet. Donc là, j'ai envie de te poser la question à toi. Comment tu l'as utilisé dans tes projets de rénovation? Quel matériau t'as utilisé comme existant pour faire tes travaux chez toi, tout simplement? Ouais. Alors en fait, moi, je suis toujours sensible à ce qui est là, en fait. Donc c'est toujours un peu le point de départ dans tout projet, même si on sait que quand on investit un lieu, on a tendance à vouloir faire les choses à notre façon, enfin selon nos besoins de vie, etc. Mais je dirais, plus le temps passe et plus je suis sensible à ça, à justement pas tout changer. En fait, même dans les meubles que je chine pendant assez longtemps, j'avais tendance à les repeindre, etc. Et là, plus ça va et plus je me dis, mais en fait, j'ai vraiment envie de revenir au cœur à l'essence de ce que c'était. Donc souvent c'est c'est du bois, donc enlever vernis, peinture, tout pour revenir à la forme initiale et à la texture du bois. Donc chez nous, en fait, on a vraiment essayé de garder au maximum tous les volumes. Les matériaux existants, c'est-à-dire il y avait des vieilles tomates au sol plutôt assez abîmées qu'on n'a même pas essayé de réparer. On a un mur, il y a un très grand mur dans notre salon
qui est en fait le mur d'enceinte du village, qui est fait avec des blocs de pierre. Je crois que le mur, il fait 2,50 m de profondeur. Et quand on, ouais, c'est énorme. Et quand on a fait, on a rénové cette pièce, en fait, puisqu'on l'a fermée avec une très grande verrière, parce que c'était un hangar à la base. Tous les artisans qui sont venus pour nous faire des devis pour faire les travaux de cette pièce, à chaque fois ils nous disaient bon, alors qu'est-ce qu'on fait sur ce mur? Et à chaque fois on disait rien en fait. Ils disaient non mais vous pouvez pas le laisser comme ça, il faut isoler, il faut protéger, il faut et à chaque fois on disait mais non. Et on voyait que c'était, ne comprenait pas en fait, parce que on a tous été un peu bercés dans ce truc de protection, isolation. Et d'ailleurs, ça c'est une question qui revient en permanence par rapport à la rénovation de meubles. Les gens qui m'envoient des MP ou des messages en me disant bon voilà, moi j'ai poncé ce meuble, etc. Comment je le protège? Ou comment est-ce que vous avez protégé ce meuble? Et à chaque fois, je dis, en fait, je protège pas. Moi, j'aime que le meuble se patine avec le temps. On est revenu à l'essence même du meuble. Alors, on protège les plateaux sur les tables parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Enfin, quoique moi, chez moi, je ne protège pas les plateaux de mes tables parce que moi, j'aime justement tout le fait que ça se tache. Mais bon, après, quand c'est trop taché, je prends ma ponceuse et je ponce. Donc voilà. Mais je comprends bien que tout le monde n'est pas forcément tout le monde n'a pas sa ponceuse dans son tiroir pour faire le ménage. Donc, tout ça pour dire que j'essaye de garder les éléments bruts ou d'origine le plus intact possible, sans forcément venir essayer. Et je trouve que finalement, même maintenant, quand on achète une maison, on devrait essayer de réfléchir en ce sens et se dire ok, il y a des choses qui sont un peu vieillottes, il y a des choses, mais est-ce que on a vraiment besoin de tout changer, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut vraiment nettoyer? D'ailleurs, c'est tout un épisode, un chapitre que je voudrais intégrer dans mon livre, c'est toutes les méthodes de nettoyage, de petites réparations pour des choses existantes. Et je pense que on a tous besoin un petit peu de changer notre spectre dans cette direction-là. Parce que tout coûte une fortune maintenant, et que quand on fait des rénovations, peut-être que utiliser un petit peu plus l'existant, de toute façon ça a énormément de charme. Et une fois quand on commence, on se dit ah ouais non mais ça c'est trop contrastant par rapport au neuf. Non mais ça va pas du tout. Ce radiateur on va le changer. Je sais pas. On a tendance à vouloir tout quand on fait tout bien, tout propre. Oui. Si on commence à vraiment aller sur quelque chose d'aseptisé, de très lisse, après on n'a plus le droit au petit truc qui est laissé et qui peut paraître vieillot. C'est ça. Sûr. Et finalement, si on le fait pas, avec le recul, on se dit ouais, mais en fait c'était pas ça va en fait. Et ces petites choses-là apportent énormément de charme, de cachet, d'âme. C'est ce qui fait l'âme de la maison qu'on achète en même temps. C'est ça, ouais. Donc c'est important d'essayer de pas se précipiter, parce qu'on attend tendance à se précipiter. On a tendance à aussi beaucoup écouter les artisans qui vont vous dire ah non mais ça c'est pas standard. Ah mais non mais moi je peux pas faire ça. Donc ça coûte. C'est toujours plus facile en fait d'enlever la vieille porte et d'en mettre une neuve, de changer tous les radiateurs. Enfin je sais pas. Enfin c'est sûr que c'est pas facile de trouver les artisans qui sont pas réticents à ça. Enfin, qui sont en tout cas bien complètement ouverts à l'idée de
de faire un bricolage qui est pour eux un peu le bricolage du dimanche, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que la clé de ça, c'est de vraiment exprimer ça dès le départ et de montrer qu'en fait, on est un peu sachant et qu'on sait que c'est pas standard, on sait que c'est plus compliqué, mais que c'est important pour nous, esthétiquement, écologiquement, etc. Et donc d'essayer d'embarquer l'artisan dès le départ sur cette volonté-là et de communiquer en fait. Hein, c'est toujours la clé avec les artisans. Si on arrive en disant bah moi je veux ça, bon bah en général ça les braque. Mais si on essaye vraiment dès le départ d'exprimer ça, je trouve que de plus en plus les artisans sont aussi de plus en plus conscients hein, aussi de cette empreinte carbone, parce que les travaux ça génère une énergie folle. Hein, ah bah oui, c'est très ressourcevore en plus. Ah, Hein, pour exactement. notre planète, Ouais. oui, c'est sûr. C'est énorme. Donc oui, rénover des choses, c'est génial et c'est notre devoir de rénover ces choses, mais c'est en essayant un cran plus loin et d'essayer de garder au maximum. Et après, alors on a cette obsession de l'isolation. Très souvent, les maisons anciennes sont plutôt bien isolées. Et donc ça aussi, c'est intéressant aussi de se poser 2-3 questions et de pas forcément vouloir plaquer avec du BA13 tous les murs en pierre qui eux respirent, et que si vous allez rajouter du BA13, ben finalement votre maison elle va moins respirer, elle va être moins bien isolée. Il y a toutes sortes de choses auxquelles il faut un petit peu penser et pas se précipiter, pas trop écouter le standard, parce que je suis persuadée que dans quelques années on va shifter par rapport à pas mal de choses. Ça commence un peu justement par rapport effectivement bien sûr. Au fait que ce soit que l'empreinte sur la planète est quand même très importante, et notamment sur ce qui est production des matériaux d'isolation. Enfin, c'est sûr. Ouais. Et bien penser son isolation, c'est pas forcément tout isoler, justement. Exactement. Il faut vraiment prendre en considération le bâti existant et voir comment on peut l'améliorer plutôt que créer une boîte, mettre de la laine de verre et mettre une VMC double flux, parce qu'en plus c'est pas terrible. Mais enfin oui, il faut penser bien au-delà de tout ce qu'on a pu nous dire pendant des exactement. années, en fait. Ouais. Et tout ça, c'est en train d'évoluer un petit peu. Donc, on s'est un peu éloigné. Je sais plus quelle était la question du départ. Ce que je comprends par rapport à ma question du départ, c'est que dans tes projets, t'as plus essayé d'aller vraiment mettre en valeur l'existant et de partir de l'existant et de retravailler l'existant, de le remettre à neuf. Jouer avec la patine déjà en place, plutôt que tout changer, pour aller éventuellement réintégrer des matériaux anciens. Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une maison qui a 400 ans, donc la base elle était quand même très. Et elle n'avait pas du coup été très dénaturée par les non, pas du tout. Au contraire, c'est pour ça que on a complètement craqué pour cette maison. C'est que je crois qu'elle avait été pas habitée pendant une vingtaine d'années. Il y avait un couple juste avant nous qui l'avait achetée et qui avait passé 2-3 ans. Et d'ailleurs, ils se sont épuisés et c'est pour ça qu'ils ont vendu, parce qu'ils avaient passé des années à enlever les faux plafonds, à refaire en fait tout le travail ingrat. Ils avaient changé toutes les fenêtres, refait l'électricité, arraché la plupart des vieux papiers peints. Donc en fait, c'était une boîte entre guillemets vierge. Donc on voyait le potentiel énorme, tout était à faire, mais ils avaient quand même pas justement entrepris d'aller mettre du placo partout et non, c'est ça qui était génial, parce que j'avais visité pas mal de maisons où ça avait été fait un peu rapidement pour pouvoir mieux vendre, et là ils ont pas eu le temps de faire ça justement parce qu'ils se sont un peu épuisés, et donc c'était parfait pour nous, et je voyais absolument tout. Enfin, il y a pas un mur qui soit droit, il y a pas
pas un sol qui soit droit, une poutre qui soit pas complètement biscornue, mais c'est ça que j'ai adoré, et voilà, et toutes les portes, il y a pas une porte qui soit vraiment rectangulaire. En fait, elles sont coupées et et donc mais elles s'ouvrent, elles se ferment quand même. Elles se ferment parfaitement et voilà. Et donc, par exemple, la porte qui est derrière moi, tu me demandais tout à l'heure, elle était peinte en blanc avec une peinture très très épaisse, et donc je l'ai juste décapée, et derrière il y avait cette patine. Mais c'est une porte, pour ceux qui écoutent, donc c'est une porte un peu brute, enfin de ferme un peu, ça fait un peu comme ça. Complètement. Et donc en fait, elle était là, c'est ça. C'est pas une porte. Ah oui, mais toutes les portes de la maison sont d'origine. Sont d'origine. Alors elles avaient pas cette patine, elles étaient peintes comme à l'époque, on les peignait avec une peinture bien très épaisse, au plomb ou glycéro, voilà, voilà. Exactement, blanc. Alors je les trouvais jolies déjà parce qu'elles étaient d'origine, et puis c'est du gros bois massif. Et donc, ça a été une belle surprise quand j'ai commencé à les décaper, de voir qu'il y avait cette jolie patine derrière. Mais bon, voilà, enfin, c'est des années, en fait, de rénovation, parce que chaque porte, on peut passer un week-end sur une porte, et il y en a, c'est sûr, je sais pas combien. Donc, mais ça a été un peu notre projet de couple pendant des années, quoi. On adore bricoler. Alors, on a refait des parquets, on a réintégré des choses neuves, évidemment, mais on a essayé de réduire au maximum, et par exemple, on a un escalier qui était en pierre avec une peinture rouge dessus, et je voyais qu'en dessous il y avait c'était du bois, donc la contre-marche était en pierre et les marches étaient en bois. Donc on a passé des semaines à décaper ce truc. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile de tout péter et de remettre un escalier tout dessus. Voilà. Mais et cet escalier, je crois que je l'ai refait plein de fois parce que il est assez fragile, et il est très très ancien. Mais je me dis, mais heureusement qu'on n'a pas essayé de faire un truc rapidement, et que il est extrêmement imparfait, et je le repeins régulièrement parce que ça tient pas. Mais je l'adore, et il est hyper charmant, en fait. Et ça aurait été dommage de rajouter, mais pourtant c'était tentant, hein. On aurait pu le faire plusieurs fois. Je me suis dit non, mais c'est n'importe quoi, mon truc. Mais voilà. Oui, c'est sûr, faut parfois résister face à l'appel des sirènes. Et c'est pas toujours facile. Toujours facile. Et surtout quand on n'est pas forcément très aguerri et aux travaux, et qu'on n'a pas forcément cette sensibilité-là naturelle. Enfin, c'est quand même, on peut vite se laisser embarquer, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est aussi là l'objectif, tu vois, de mon podcast, c'est que les gens entendent, et tous ces témoignages de personnes qui ont un peu la même vision, et qui font des choses absolument magnifiques, qui font rêver ceux qui les voient sur Instagram ou dans les magazines. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours un peu cette même intention, c'est toujours de revenir aux matériaux d'origine, la simplicité, et finalement pas si compliqué que ça, en fait. C'est des choses, je pense le premier épisode que j'avais enregistré, c'était avec Marie Hennès et Salvador Hennès à Lyon, qui ont créé à partir d'un hangar à voiture, donc le truc huileux en métal, absolument à l'opposé. Et ils ont créé un lieu, mais il y a une atmosphère quand on rentre dans ce lieu incroyable. On a l'impression que c'est là depuis 200 ans. Ils ont utilisé uniquement de la récup, donc sur les murs c'est du bois de récup. Ils ont fait un truc absolument. Bon, c'est des brocanteurs, et ils savent où aller chiner les choses, mais avec des choses assez simples. C'est bien pensé, et c'est toujours dans cette volonté d'authenticité, de simplicité, etc. Et ils en ont fait un truc génial. Et pour moi, c'est vraiment
l'exemple le parfait même exemple, ouais. le parfait exemple de ça, quoi. C'est sûr. De mon propos. Bah, écoute, un peu dans ce style, enfin, l'exemple était bien trouvé, mais si on revient à toi, justement, ce serait quoi l'idée la plus folle que t'aies jamais réalisée en rénovation? Ah, alors, je dirais pas folle parce que justement, tu vois, je suis pas dans la création démesurée où certaines personnes ont une espèce de créativité incroyable. Je pense que la chose la plus ambitieuse entre guillemets que j'ai entreprise, ça a été la création de la verrière dans notre maison. Oui. En fait, quand on a acheté la maison, c'était une maison de ville pas très grande. L'espace de vie était même assez petit parce que c'est l'espace de notre cuisine maintenant. On a créé une cuisine là où on avait notre salon et notre cuisine à l'origine. Et il y avait donc ce très grand hangar extérieur qu'on a utilisé pendant très longtemps, un peu comme il y avait un toit au-dessus, c'était un peu notre terrasse. On avait un salon, on avait des canapés à l'extérieur et un chauffage d'extérieur. Donc, on l'utilisait plusieurs mois dans l'année. Nos enfants étaient petits, jouaient beaucoup dans cet espace. Donc, c'était un espace qu'on aimait beaucoup. Mais moi, j'avais toujours la vision de me dire, j'adorerais vraiment fermer cet espace, mais que avec du verre pour garder cette impression d'être à l'extérieur, dans le jardin, vraiment en immersion à l'extérieur, tout en ayant chaud et que ce soit confort et chaleureux. Donc, on a mis quelques années à se lancer dans ce projet. Et le challenge a été effectivement de trouver un artisan qui veuille bien nous faire une structure en acier, parce que je voulais pas d'alu, je voulais vraiment un matériau, encore une fois, très brut, qui s'intègre complètement dans le côté très authentique de notre maison. Et là, j'ai fait venir, je sais pas combien d'artisans et de spécialistes de verrières qui me faisaient toujours le même speech en disant « Ah mais non, mais madame, ce n'est pas possible d'installer une verrière de 4 mètres de haut sur 10 mètres de haut de large, 100 mètres de murets en dessous. Enfin, il y avait toujours un truc. Ah mais non, on peut pas le faire en acier parce que l'acier, ça respecte pas l'hypothermique. Enfin, il fallait toujours que je fasse des compromis et moi je déteste faire des compromis. Donc à chaque fois je disais ah mais non mais vous avez pas compris en fait. Et moi je cherche quelqu'un qui fasse exactement ce que j'ai en tête. Et t'as fini par trouver. Et j'ai fini par trouver, mais vraiment c'était un artisan qui commençait un peu dans sa vie professionnelle et qui a relevé ce challenge qui était, je dois dire, vraiment monumental. Mais il l'a bien fait. Il a été hyper ingénieux. Il a créé les portes coulissantes. Il les a montées sur des roulettes de skate. Ah oui. Non, de roller. Parce D'accord. qu'il me disait le poids est tellement énorme que et en même temps il fallait que ça soit facile à rouler, donc il fallait pas que ça soit des roues en acier. Il voulait qu'il y ait et donc il a fait ça et donc ça fait presque une dizaine d'années maintenant et ça fonctionne extrêmement bien. Il a accepté de travailler la patine en fait de l'acier comme je le voulais parce que je voulais pas que l'acier soit juste peint avec une peinture anti-rouille noire. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect pas rouillé mais usé. Enfin donc ça a été tout un truc. Et il l'a fait. Ça a été très très long. Il l'a fait sur place. Ça a mis 6 mois en fait. Il a fait des gros panneaux qu'il est venu installer sur place, souder sur place. C'était vraiment un gros truc. Mais on est ravis. Pas désespéré de. Ah, sur le moment, je me disais non mais on est fou, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. Enfin, j'ai souvent douté de la faisabilité du truc parce que et puis voilà. Mais bon,
Mais c'est t'as pas dit bon, parce il faut qu'effectivement, face à 1, 2, 3 artisans qui nous disent mais non, mais c'est pas possible votre histoire, ouais, ça va à l'encontre des mathématiques même. oui. Tu finis par te dire bon bah ok, c'est moi qui ai déliré, on va changer de plan. Mais Ouais, alors c'est toujours pareil, hein. C'est quand on fait ça, chez soi, on peut avoir certaines, l'exigence. on peut se lancer dans un truc un peu parce que moi je me dis toujours, de toute façon, il y a toujours une solution. On s'est bien assuré avec ce gars qu'il allait très bien fixer les choses, qu'il allait pouvoir le fixer à la structure existante. Enfin, ça allait pas tenir par l'opération du Saint-Esprit. Donc, on s'est quand même assuré de 3 choses. On a pris du triple vitrage parce que ma peur, c'était que je me disais, on va faire tout ça, mais en fait, en été, ça va être 10 fois trop chaud, et en hiver, ça va être trop froid. Donc, finalement, on va pas l'utiliser. Donc on a fait du chauffage au sol et on a mis du triple vitrage pour avoir une bonne isolation. Et alors, franchement, à l'usage non, franchement, alors il y a peut-être un mois dans l'année où il fait vraiment très très froid et on y va pas beaucoup. Enfin non, il va pas parce que on a aussi un poêle, donc ça veut dire qu'il faut quand même chauffer l'allumer, ouais. plus. Que bon, quand il fait vraiment très froid comme ça, on le fait plus pour des raisons économiques. On se dit bon, allez, on attend que les températures remontent mais c'est tout à fait, enfin, on est très très content du résultat. Donc je dirais que c'était ça un peu le truc le plus fou dans notre rénovation. Au niveau peut-être structurel, mais après pas. Moi, j'ai une décoration très assez simple, hein, donc je fais pas des choses folles. Ça marche. Et c'est quoi ton étape préférée dans un projet de rénovation? Je crois que c'est vraiment la conception d'imaginer un petit peu la projection. J'adore la projection du départ. Quand ça fourmille. Oui, c'est ça, et d'imaginer les choses. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un de très instinctif, hein, dans le moment. Et donc, quand je rénove pour moi, parce que je n'ai jamais fait de rénovation pour d'autres, hein, c'est toujours pour moi, et donc c'est quand même beaucoup plus facile. C'est vrai que j'ai tendance à très facilement changer de cap ou à m'adapter en fait à des contraintes et de me dire bon bah ok, bon bah là ce truc je l'avais imaginé là, mais pour X raisons, c'est pas possible, et donc d'adapter les choses dans ce sens-là. Et ça, j'aime bien aussi parce que je trouve ça rigolo. Par exemple, dans ma salle de bain cet été, on a créé un meuble pour accueillir une vasque. Et comme j'avais tout acheté en amont, en déballant le robinet que j'avais acheté, je me suis rendu compte que je me suis trompée de robinet. Et que comme je l'avais imaginé, j'avais imaginé que le robinet, on allait le placer à côté au même niveau que la vasque. Il a fallu qu'on s'adapte très rapidement, et donc si j'avais été dans le cadre, s'il avait fallu que je demande à un client, que j'explique au client, etc., on aurait perdu 4 jours. Là, en 2 heures, en fait, j'avais trouvé la solution. J'ai dit bon on va créer une petite étagère au-dessus. J'ai trouvé des anciens éliges qu'on avait utilisés pour la cuisine. Et en 2 heures, on avait trouvé une autre solution. Et franchement, je suis très contente de ce petit aléa, parce que du coup, ça a créé un truc que j'avais pas anticipé au départ, mais qui était joli et sympa, et qui rajoutait un petit peu de couleur dans la salle de bain. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu de s'adapter, des challenges que ça te challenge, voilà. Et j'adore
j'adore faire en fait. Ça c'est vraiment un truc parce que ce que j'aime dans le faire, c'est que t'as les résultats très très vite en fait. C'est ça aussi que j'adore dans mon métier. C'est que chaque pièce, en fait, je la chine, elle est pourrie, elle est toute sale, la plupart des gens la regardent même pas, et je la transforme, et puis ça devient un objet désirable que les gens sont prêts à acheter, prêts à mettre dans leur maison et retrouver une vie. Donc c'est ce truc de transformation que j'adore. Donc en fait, j'aime toutes les étapes. Oui. J'aime pas le nettoyage à la fin du chantier. Je veux dire que c'est pas mon truc. Mais sinon, la création et le faire, c'est hyper satisfaisant, quoi. Bah, justement, effectivement, on le voit dans tout ce que tu entreprends, qu'il y a toujours un point commun qui est le rapport à la matière, la rénovation des meubles, les enduits au plâtre, le béton ciré. Enfin, à chaque fois, t'aimes bien mettre les mains dedans, hein, clairement. C'est clair. Et faudrait voir l'état de mes mains. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ça, finalement, et pourquoi c'est important pour toi et éventuellement pour t'approprier un espace, Ouais, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce processus de transformation et j'adore faire du beau avec ce qui existe, c'est-à-dire que j'ai une satisfaction énorme d'avoir que ce soit, je sais pas, un mur tout pourri ou une douche carrelée que je déteste et de me dire bah en fait avec cette base là eh ben je vais en faire un truc que je vais adorer. Et ça c'est et c'est assez magique finalement, tu te dis avec relativement peu de choses, tu arrives à créer quelque chose toi-même qui va t'apporter énormément de satisfaction ou apporter de la satisfaction à d'autres. Donc ouais, c'est vraiment le processus de transformation plutôt que de création, parce que je suis pas artiste, hein, je suis artisan. Donc pour moi, c'est plus dans la transformation. Et puis il y a cet aspect aussi que quand on travaille avec ses mains, on est complètement concentré sur ce qu'on est en train de faire. Alors on peut être dans la projection du résultat final, mais on est vraiment focus sur notre tâche. Et ça c'est le truc qui est très apaisant et très satisfaisant de faire soi-même. C'est que voilà, on a cette le lâcher prise. Il y a le lâcher prise et l'interaction avec la matière, avec l'objet qu'on travaille. En fait, il y a une connexion, quoi. Une connexion et c'est visible en fait dans le résultat. Tu vois, Charlotte Perriand, elle disait que elle s'intéressait énormément à tout, hein, aussi bien au niveau industriel, mais beaucoup sur les objets et les meubles qui étaient façonnés par la main de l'homme, parce qu'elle disait que ça se sent en fait. Quand tu as un meuble qui a été fabriqué par un artisan ou rénové ou en fait, ça se sent dans. Oui, voilà, parce que l'homme a mis une intensité, une intention dans la création, et c'est pour ça qu'on est très attiré par l'artisanat, par des choses qui sont faites de façon beaucoup moins mécanique. Et c'est vrai que maintenant, dans la rénovation, enfin dans la construction, les choses sont très standardisées. La fenêtre, elle va avoir cette taille-là, la hauteur, le machin, le lissage, il faut qu'il soit absolument parfait. Bah, tout doit rentrer dans les critères, hein, de toute façon, avec ces histoires de BBC. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est la difficulté par rapport aux artisans qui eux sont notés par rapport au respect de ces normes et de ces choses extrêmement lissées, parfaites.
et essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu moins standardisé, quoi. Ok. Voilà, c'est beaucoup ce rapport en fait. Ouais, alors c'est la matière, c'est le bois, c'est le plâtre, la chaux, parce que quand tu mets tes mains, tu le sens et tu vois le résultat être en train de se réaliser sous tes yeux, quoi. Et est-ce que tu crois, du coup, que le fait d'aller mettre tes mains, donc d'aller mettre ton intention aussi Mmh. dans ces matières qui Mmh. sont chez toi, enfin, Mmh. ça te permet justement de t'approprier ton chez toi et Oui. de te sentir chez toi au bout du compte? Ouais, oui, à 100%. Et alors c'est pour moi, mais c'est aussi, pour les gens autour. Je veux dire, quand tu crées une atmosphère qui, par définition, va être chaleureuse. Je veux dire, c'est la matière crée un quelque chose de chaleureux. Donc forcément, du coup, tu crées un environnement qui va attirer, tu vois? Mmh. Et les gens ont envie de venir, se sentent bien. Donc tu le fais pour toi, mais tu le fais pour ta famille, tu le fais pour tes amis qui vont venir dans cette maison. Et hem c'est vrai que c'est l'avantage de s'investir dans nos propres rénovations. Alors, je veux dire, tout le monde ne peut pas faire des autorénovations, évidemment, mais c'est intéressant quand même de participer un petit peu à certaines choses, D'aller en des faire un bout, ouais. travaux, d'en faire un petit peu, parce qu'on s'approprie Mmh. l'espace. On a toujours une fierté à se dire, et il y a tellement de gens qui disent: «Oh mais non, mais moi je savais pas planter un clou avant de m'y mettre», Mmh. et qui finalement trouvent énormément de plaisir à le faire. Et c'est intéressant aussi pour accompagner les artisans, parce que quand on comprend, quand on apprécie en fait, parce que c'est un boulot énorme. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui arrivent et qui disent: «Oh bah attends, il a mal fait son truc, c'est pas complètement droit». Mais en fait, ils savent pas tout ce qu'il y a derrière, et que l'artisan, il a sûrement fait au mieux par rapport à des contraintes, etc. Et que quand on s'investit un peu plus, qu'on va chercher un peu plus loin, ben forcément tout devient beaucoup plus simple, et on est moins extérieur en fait À son propre projet, à c'est son sûr. propre Mmh. projet, ouais. Mmh. Et tu nous disais, tu fais du coaching déco aussi un peu, Oui, ouais. donc finalement, tu te retrouves et pour tes projets et pour les projets des clients que tu peux accompagner, à aller chercher toujours l'inspiration, voilà, trouver des idées, ou qu'elles soient nouvelles ou pas d'ailleurs. Mais comment tu cherches l'inspiration? Où tu la trouves? Ouais, alors bon, comme la plupart des gens, alors l'inspiration, je la trouve pas forcément ailleurs. Souvent l'inspiration, moi j'ai cette faculté, c'est que quand je regarde un lieu, je ressens assez vite comment ça peut s'agencer, comment on peut. Alors là où je vais m'inspirer entre guillemets, c'est pour chercher des images pour pouvoir illustrer ce que je Mmh. veux Oui, pour transmettre proposer. tes idées finalement. C'est ça, parce que c'est ça la difficulté avec moi quand je crée quelque chose. Bah, je l'ai dans ma tête. J'ai même parfois du mal à le communiquer à Bertrand, mon mari, qui me veut m'aider, enfin qui fait aussi. Et souvent, pour moi, c'est tellement clair dans ma tête que j'ai l'impression que lui, il lit dans ma tête. Mais non. Donc la difficulté avec les clients, c'est d'arriver à leur illustrer la projection que je pourrais leur proposer. Et donc là, bah, je fais comme la plupart des gens, je vais sur Pinterest ou sur Instagram, et je cherche en fait des images qui vont un petit peu correspondre à Mmh. l'ambiance, ou à des meubles, ou des couleurs Et c'est là où c'est quand voilà. même très difficile de trouver l'image qui va Ouais. correspondre à ce que tu as dans ta tête. Oui. Quand ça marche dans ce Ouais. sens-là, c'est quand même Ouais, effectivement. c'est sûr. Et c'est très, très, très chronophage. C'est pour ça Ouais. que les gens ne se rendent pas compte quand on fait du coaching. Enfin, tu étais bien placé pour le savoir. C'est que
on peut avoir une idée assez rapidement. Alors déjà, après, il faut faire les plans. Les plans en 3D, ça prend du temps pour visuellement voir comment ça peut s'agencer dans une pièce. Mais ce temps pour trouver les bonnes images est énorme. Oui. Donc c'est très 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 chronophage comme d'ailleurs, travail. La plupart du temps, je sais pas toi, mais moi, je les trouve pas. Enfin, ouais, souvent c'est. Ça peut s'en rapprocher un peu, Ça mais se à un rapproche, moment, il faut quand même oui. Bien sûr. Il faut quand même réussir à faire comprendre au client l'idée qu'on a sans pouvoir lui montrer quelque chose d'existant, parce que finalement, c'est quand même une idée unique qui est inspirée par son intérieur, son projet, et c'est quand même hyper difficile, surtout. Enfin, à partir du moment où justement on n'essaie pas d'aller dans le copier-coller de tout ce qu'on peut voir passer ici ou là, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est effectivement très difficile. Et ce que je comprends aussi, ce que j'arrive à traduire dans tout ce que tu as pu nous dire, c'est que finalement l'inspiration, elle te vient du lieu. C'est le lieu. Oui. Qui. C'est toujours la base. C'est toujours la base. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de clients qui me contactent et qui me disent, en fait, moi j'ai une maison un peu neuve, sans aucune âme. Comment est-ce que je peux lui amener de l'âme? Donc là, tu pars pas d'une base. Là, effectivement, c'est plus facile finalement d'aller à la recherche de photos, d'inspiration pour aller trouver des idées, voir comment ça peut s'appliquer dans ce lieu. Oui. Quand on est comme ça sur quelque chose d'assez neutre. Ouais, exactement. Mais donc, c'est là où, à ce moment-là, ça va être intéressant de rajouter un parquet, de rajouter, par exemple, sur les murs, de la chaux ou des textures un petit peu plus chaleureuses qu'un enduit tout lisse, d'apporter des meubles de brocante, voilà. Donc, s'adapter par rapport à, parce que la réalité c'est que tout le monde n'a pas des maisons qui sont faites en pierre et qui ont des parquets qui ont 300 ans, quoi. C'est sûr. C'est si s'adapter. Alexandra, on va arriver à la fin de cet épisode. J'aime bien toujours poser 2 questions à la fin de l'épisode. C'est quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation? Si là, effectivement, tu devais donner un conseil à quelqu'un, ce serait quoi? Ce serait lancez-vous. C'est-à-dire que quand en fait, moi, à chaque fois que j'entends des histoires de personnes qui se sont lancées dans des rénovations, ils ont été appelés par un lieu. En fait, ils ont cherché assez longtemps et tout d'un coup, paf, c'est la maison. Voilà, on est appelé. Moi, ça m'est arrivé pour cette maison, et il y a tellement d'exemples de personnes qui peuvent galérer pendant des années pour trouver, et puis tout d'un coup, tout s'aligne. Tout s'aligne. Et là, il faut écouter la petite voix en soi et se dire, de toute façon, si on le sent, si c'est cette maison qui nous appelle, on va toujours trouver le moyen. Peut-être que ça va prendre des années à rénover. Alors évidemment, il faut prendre quelques précautions, de se rendre compte si au niveau budget on va pouvoir tenir, parce que parfois il y a des grosses rénovations de toiture, de choses. Évidemment, il faut être sûr qu'on va pas être en difficulté, sous l'eau, voilà. Mais pour moi, il faut. Moi, je dis souvent, ça a toujours été un peu mon mantra, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, même si on ne sait pas. En fait, on apprend. Si on a l'énergie et l'envie de faire, je connais personnes qui avaient cette envie et qui finalement n'ont pas réussi et se sont dit non mais c'est une catastrophe, on a vu plus gros que notre ventre. Non, si on le sent au creux de nous, c'est que ça va le faire en fait, hein. Ça prend du temps, mais il y a du stress, mais finalement
j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute le chantier, je me suis toujours beaucoup intéressée à toutes ces histoires de chantier. Et on se rend compte que finalement, les gens qui ont le plus de stress dans les travaux, finalement, c'est souvent ceux qui ont fait faire et qui, du coup, ont une espèce d'attente, une attente de résultats, une attente de timing, qui ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce que ça englobe, et parce que du coup ils payent quelqu'un d'autre, se disent non, c'est pas possible, pourquoi ça prend trop de temps, pourquoi ça coûte si cher, pourquoi ça coûte si cher, etc. Et que ceux qui finalement en ont fait une grosse partie se rendent compte en fait de tous les aléas et ont plus de satisfaction, peut-être un peu moins de frustration. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je veux pas dire c'est ça qu'il faut faire, hein, mais je me rends compte que c'est des projets très très enrichissants en fait de rénovation. C'est fatigant, il faut avoir de l'énergie, bien sûr, mais c'est très satisfaisant. Donc moi je dis toujours, si vous le sentez, lancez-vous. Maintenant il y a tellement de possibilités de tutos, de machins, d'inspiration, de podcasts, de gens sur Instagram qui font des rénovations que voilà, c'est quand même à la portée, c'est plus à la portée de ceux qui ont cette envie. Aujourd'hui, oui, plus qu'il y a quelques années. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a des matériaux, enfin il y a tellement de possibilités de matériaux accessibles. Aussi, je veux dire, quand on y pense, on peut faire des constructions avec du béton cellulaire, des carreaux de plâtre. On peut, enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses. Alors évidemment, l'électricité, la plomberie, des choses qui demandent une expertise. Bon, ça c'est moins des choses accessibles, mais il y a la possibilité de faire beaucoup et on en a une très très grande satisfaction au final. C'est vrai. Et justement, ça nous mène à la dernière question. T'en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu aurais des conseils de ressources pour quand on se lance dans la rénovation, donc que ce soit livres, vidéos, podcasts. Tu as parlé du chantier évidemment, mais ou également compte Instagram peut-être que toi tu aimes suivre et qui sont liés à ça. Alors livre, j'ai pas de ref de livre particulièrement, et c'est un peu pour ça aussi que je suis en train d'écrire ce livre. C'est justement pour on va l'attendre avec impatience maintenant. Donner un peu toutes ces clés à ceux qui ont envie de se lancer. Mais par contre, oui, il y a le chantier, le podcast du chantier qui est génial. Anne a toujours des invités hyper intéressants. Moi, j'essaye de tendre mon micro aussi à des personnes inspirantes. Il y a quelques comptes Instagram qui sont vraiment chouettes à suivre pour ceux qui aiment la réno. Il y a un compte qui s'appelle Rustic Bégour qui est espagnol. C'est une boîte espagnole et qui ne fait que ça. En fait, il rénove des maisons anciennes. Et en utilisant vraiment tous ces matériaux que j'adore, le béton ciré, la chaux, des vieilles portes, et c'est très inspirant. Donc on voit, ils montrent leur chantier, hein, donc c'est vraiment chouette ce site. J'ai écouté là le dernier épisode du chantier où elle a interviewé les Sequoia, donc c'est une maison d'hôtes assez gigantesque, qui a 900 mètres carrés, qu'ils ont rénové. Ça fait 6 ans qu'ils la rénovent, ils sont encore en rénovation. Et c'est un couple qui donne toutes sortes d'astuces. Ils sont très généreux dans leur partage d'infos. Donc c'est très le podcast, l'épisode du podcast est très intéressant, et leur Instagram est super. Moi je suis depuis plusieurs années maintenant Morgane Ours, qui a acheté une ancienne usine de bouchons.
je crois. Ouais, de bouchons de liège. Et elle est seule avec son fils et elle rénove cette usine de façon hyper inspirante parce que elle utilise vraiment les matériaux existants, mais elle apporte un twist un peu très personnel. Elle utilise des couleurs assez fortes. Elle réintroduit des carreaux qui sont neufs, mais enfin elle a une approche très intéressante. J'aimerais bien l'interviewer un jour dans mon podcast. Et il y a aussi la rénovation que Caroline du compte Joli Môme vient de faire. Elle est quasiment terminée maintenant, d'une maison qu'elle va louer aussi, où elle a utilisé essentiellement de la matière, donc du béton, de la chaux. C'est une petite maison en pierre. Et c'est très joliment fait aussi. Et moi, ça m'inspire aussi par rapport à comment on utilise l'existant et sans tout refaire. Je crois qu'elle a un peu revu la circulation de la maison, mais sinon la structure est d'origine. Et elle en a fait quelque chose de très cocon, chaleureux, uniquement avec de la matière, parce qu'il y a très peu de meubles. Tout est maçonné et pourtant c'est très chaleureux. Et puis un dernier compte que j'aime suivre sur Instagram, c'est la rénovation Gascogne. Donc pareil, c'est une auto-rénovation dans le Lot-et-Garonne avec des bâtiments d'origine qui sont très beaux et voilà, c'est toujours c'est génial de pouvoir suivre ces chantiers parce c'est inspirant, on les suit, on les encourage. J'ai parlé de rénovation Gascogne dans une des dernières éditions de ma newsletter. Effectivement, c'est un beau projet. Ouais, c'est un très beau projet. Donc on a de la chance sur Instagram. Il y a beaucoup de sources d'inspiration. Alors le problème d'Instagram que tout le monde soulève en ce moment, et ça il faut en être conscient, c'est que on fait du contenu, on propose beaucoup de choses et puis il y a pas beaucoup de retours. Les gens sont et ça c'est un peu décourageant parce que ça on y met beaucoup de temps. Oui. Donc ceux qui nous écoutent, mettez des commentaires. C'est ça. Exactement. Parce qu'on a parfois on a un peu l'impression de parler tout seul. Parler tout seul dans le vide et ça c'est un peu oui, c'est ça. Dur. Ouais, c'est vrai. Mettre des commentaires, un petit MP, ça fait trop plaisir, c'est vrai. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Bon écoute Alexandra, merci beaucoup pour ce moment partagé. C'était vraiment très agréable d'avoir cette conversation avec toi. Merci Alison, ouais, c'est sympa de parler de ces choses qui et je suis sûre que tous les auditeurs ont appris aussi beaucoup de choses avec tous les conseils que tu as pu nous partager. Tant mieux. Alors on peut te retrouver sur Instagram et sur ton site internet donc petitebelette.com pour les meubles donc que tu rénoves et que tu proposes à la vente et les tutos aussi puisqu'on en a parlé et sans oublier ton podcast donc Old is the New Gold que je recommande vivement. Je suis une fidèle auditrice effectivement. Merci. Et comme d'habitude, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que on puisse retrouver tout ça facilement. Ok, super. Encore merci et puis merci Alison, à bientôt. Au revoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.